Alors moi, j'ai commencé à travailler, comme secrétaire juridique à 17 ans. Moi qui avais déjà un petit problème avec, l'injustice sociale, je peux pas dire que ça m'a aidé à me calmer par rapport à ce que je voyais. En étant confrontée tous les jours à l'administration de la justice, à l'application des lois, j'ai développé avec, les années un grand sentiment de révolte. Quelque chose qui me heurtait dans mes valeurs, dans mes convictions et c'est ce qui m'a fait décider après 7 8 ans de travail, dans ce domaine-là, de changer de voie parce que je voulais avoir une position où j'agissais plutôt que de réagir, hein. Je voulais vraiment, faire partie de la parade et puis trouver que je pouvais apporter quelque chose, dans les changements qui m'importaient, dans les changements sociaux auxquels je croyais, puis c'était pas en restant, dans ce domaine-là que ça allait arriver. Alors, c'est ça qui m'a amenée à faire, mon DEC en éducation spécialisée et puis, le premier stage, ça a été dans une des premières maisons pour femmes victimes de violences conjugales qui ouvrait au Québec et le deuxième stage, ça a été à Rosalie-Jetée qui était un centre d'accueil pour mères célibataires. Là, on recevait des femmes entre 14 et 40 ans. Ça a illuminé ma vie parce que, s'il y a un endroit où je me suis sentie utile, où j'ai aimé travailler avec l'équipe, avec les femmes, avec les bébés, avec les enfants, ça a été là. Et à cette époque-là, parce qu'on commen à cette époque-là, là, je vous ça fait un certain temps, là, on commençait à parler, de l'impact de la violence, sexuelle, des agressions sexuelles sur les grossesses et les accouchements. Et puis, nous, à Rosalie-Jetée, on assistait aux accouchements des éducatrices, puis on était toujours, étonnés de voir que des femmes qui étaient chez nous avaient des grossesses, malgré toutes les difficultés qu'elles vivaient, là, c'était difficile d'avoir une plus belle grossesse qu'à Rosalie-Jetée. Là, on prenait soin des femmes, là, on en prenait soin, là, comme la prunelle de nos yeux. Mais les accouchements, c'était souvent des horreurs, puis on se disait: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Et à l'époque, Françoise Dolto avait commencé à réfléchir sur cet impact-là dont je parlais tantôt et j'avais assisté à une formation que Myriam David, une de ses collègues, avait donnée à Sainte-Justine. J'ai compris que finalement, le problème, des femmes qui étaient chez nous, c'est qu'elles étaient à peu près toutes victimes de violences qu'on savait, mais à l'époque, là, dans les années, 70-80, on ne faisait pas le lien. Ça a changé nos pratiques, toutes nos pratiques à Rosalie-Jetée et à la même époque, j'ai suivi, Lise Moisan qui était directrice de la revue La Vie en rose, à l'époque une revue féministe, nous avait conviés, les intervenantes qui travaillaient auprès des femmes, à suivre la première formation en intervention féministe qui était donnée au Québec, au Y des femmes. Et cette formation-là durait une année, c'était 4 heures ou 15 jours, on réfléchissait à notre vie, on s'est toutes séparées, en tout cas, on a toutes vécu des affaires qui faisaient que la réflexion nous faisait faire d'autres choix. Et on a commencé une soixantaine, on a fini 9 et on a fondé 8 ou 9 en fait, et on a fondé la Riposte des femmes qui était à l'époque à l'origine, en fait, c'est le groupe qui l'avait écrit, à l'origine de tout le processus de dévictimisation des femmes. Alors ça s'appelait «On apprend à être victime, on peut le désapprendre». C'était la Riposte des femmes, ça a été vraiment, fantastique ça et ça a été repris ensuite par le regroupement des maisons d'hébergement là, comme une des bases de leur intervention. Alors, ça m'a permis de commencer à rencontrer des femmes, au Y des femmes victimes de violences et puis, bon, c'était pas très différent de ce que je faisais à Rosalie-Jetée, mais le cadre était différent. Et à Rosalie-Jetée, bon, pendant que j'étais là, on a beaucoup travaillé, j'ai étudié et puis j'ai fait un burn-out, hein. Juste toujours, il y a 5 étapes dans le burn-out. Moi, j'étais à 6 parce que j'étais comme une petite crevette assise dans mon fauteuil, là, puis j'ai pleuré là 6 mois. Puis quand je me suis relevée de mon fauteuil, en fait, j'ai réalisé que ce qui m'avait fait faire mon burn-out, comme souvent, j'étais en conflit de valeurs avec, l'organisme pour lequel je travaillais.
J'étais pas toujours d'accord avec les décisions qui étaient prises et puis, j'étais toujours la fille qui posait la petite question fatigante que personne ne veut entendre, là et j'ai bien réalisé que finalement, moi, j'étais une plaie pour mon équipe. J'avais beau être sympathique puis tout, tu sais, j'étais un peu fatigante. Puis peut-être qu'un peu, c'est pas tout à fait assez. Alors je me suis dit que, c'était plate pour les équipes, c'était plate pour moi, puis j'avais une vision, moi, de ce que c'était l'intervention, le travail auprès des femmes, des enfants, puis à l'époque, je ne travaillais pas avec des hommes. Mais ce qui pouvait favoriser le changement social, puis je ne voulais pas avoir de prétention là-dessus, mais j'avais une vision qui était peut-être assez différente. C'est vrai que quand on est féministe aussi, ce qui est important pour nous, c'est la transformation des rapports sociaux. Puis en intervention, on se pose toujours la question, est-ce que je suis un agent de changement ou de transformation ou de normalisation? Une question qui est chère au travail social. Alors, je me suis dit que je partais de là. Alors, je suis partie de là et je me suis inscrite au bac en travail social à l'UQAM, qui à l'époque était, les profs qui étaient là, il y avait beaucoup de profs féministes, on était beaucoup dans l'organisation communautaire. Moi, je me sentais comme un poisson dans l'eau à l'UQAM, vraiment, c'était fantastique. J'ai fait mon bac là, j'ai fait mes stages, puis quand je suis sortie de là, j'ai remplacé plusieurs de mes profs dans des universités. J'ai ouvert mon bureau. J'ai ouvert mon bureau, j'ai commencé à avoir pas mal de monde. J'étais psychothérapeute pendant 25 ans avec les personnes de 5 à 100 ans. Je travaillais avec les victimes d'actes criminels, les femmes qui avaient des grossesses à risque. Et ça a été une pratique extraordinaire pour moi. Pendant que je faisais mon bac et tout de suite après, j'ai pris une formation à laquelle Lise Moisan nous avait encore une fois conviés, qui était la psychiatrie radicale, qui est une approche qui venait de la Californie. Et pour les antipsychiatres, eux, leur base, c'était que ce qui rendait les gens fous, c'était la socialisation. Puis moi, j'étais assez d'accord avec ça. Quand on a une analyse politique, féministe de l'organisation sociale, généralement, on en vient à cette conclusion-là, puisque la socialisation ne permet pas aux personnes hommes, femmes, non-genrés, là, binaires, non-binaires, de se développer au meilleur de leurs possibilités. Il y a des codes sociaux auxquels il faut accepter de se plier pour faire partie de la société, finalement. Alors, ça, c'était toute une formation parce que tout ce qu'on faisait, c'était de travailler sur notre discours intérieur, les messages qu'on entendait, les déconstruire pour reprendre du pouvoir là-dessus, puis se libérer d'un fardeau intérieur qu'on avait intériorisé. Les psychiatres radicaux appelaient ça l'oppression intériorisée, puis ça a été une révélation pour moi, encore une fois. Et j'ai mis la psychiatrie radicale vraiment au cœur de mes pratiques. Donc, j'ai ouvert mon bureau, j'ai commencé ma maîtrise et comme je suis féministe, j'ai fait ma maîtrise sur les rapports de force et les jeux de pouvoir dans les équipes de femmes parce que ça m'intéressait comprendre comment on est plus en compétition que dans la coopération, plus dans la performance, ce fameux sentiment d'imposteur qui nous assaille alors que généralement on est surqualifié. Bon, toutes ces affaires-là. Alors, j'ai fait ma maîtrise là-dessus. Entre le début et la fin de ma maîtrise, j'ai eu le bonheur d'avoir ma fille. Alors, j'ai pris une pause des études pour profiter du plaisir d'être mère, finalement. Avec une petite cocotte que j'adorais et que je continue à adorer. Donc ça a été vraiment un beau moment dans ma vie et j'ai fini ma maîtrise, j'avais toujours mon bureau, j'ai commencé à faire beaucoup de formations, de supervision d'équipe et la fin de ma maîtrise m'a amenée, à avoir le goût de développer une approche qui me permettait de me servir de tout ce que j'avais appris, qui m'était le plus utile dans mon travail et dans ma vie. Évidemment, ça avait trait avec l'empowerment parce que comme féministe, on travaille toujours à développer plus de pouvoir personnel dans la vie, plus de pouvoir collectif, d'aider les gens à s'affirmer. Moi, j'ai toujours à passer de la position assise à debout. Ça a toujours été mon objectif quand je travaille avec les gens et avec moi-même.
Donc, je voulais faire quelque chose qui serait la synthèse de ce qui m'avait le plus aidé, les théories, mais aussi les applications pratiques. Parce que souvent, ce que je trouvais, c'est que je manquais d'outils pratiques là, pour arriver à quelque chose. Et de là est née Coopération Force Action. Alors, coopérer avec les forces des gens pour passer à l'action. Alors, ça a été vraiment une décision que j'ai prise de faire quelque chose avec tout ce que je savais, tout ce que j'avais vécu, en espérant que ça puisse servir. Et ben, ça m'a beaucoup servi à moi parce que ça a été beaucoup de travail et un travail de synthèse, d'élaboration. Coopération Force Action, pour moi, c'est que j'ai développé qui me ressemble le plus et qui ressemble le plus aussi à l'objectif que j'ai depuis plus longtemps que je le crois d'ailleurs, à participer à la transformation sociale en aidant les gens à se transformer eux-mêmes à la fois. Moi, je crois au changement social, une personne à la fois. Et je me dis que si chaque personne que je rencontre ou que les gens rencontrent sont capables d'être recentrés sur leur dignité, sur le droit qu'ils ont d'être respectés, d'agir, de prendre leur vie en main, j'aurais fait ce que j'avais à faire dans la vie.